Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Merci aussi pour vos contributions et je me sens en fait très privilégié de pouvoir m'adresser à vous tous et à vous toutes. Les conseils d'aujourd'hui, ce sont des conseils pour non-athlètes, c'est des conseils pour tout le monde qui doivent être adaptés à votre situation. Ça ne remplace pas les conseils d'un professionnel de la réadaptation, de votre médecin. Donc, on va parler de prévention des blessures, on va parler de santé, et vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse. Hein. J'ai écrit mon blog sur ce sujet-là, j'ai écrit aussi plusieurs livres, donc vous allez trouver plusieurs des exercices, plusieurs des conseils dans mes livres. En fait, Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Et aussi, mon livre Va prendre l'air. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans ces deux livres-là. Et quand on parle de prévention des blessures aussi, plus spécifiquement au dos et au cou, vous allez trouver beaucoup d'autres exercices dans ce livre-là qui est à votre gauche et aussi dans 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez pouvoir trouver mes livres partout sur la planète. En fait, ici au Canada, c'est assez facile. De l'autre côté de l'Atlantique, ils sont dans certaines librairies et ils sont systématiquement à la Librairie du Québec à Paris pour ceux qui sont en France ou en Europe ou dans le nord de l'Afrique parce que je crois que cette librairie, la Librairie du Québec à Paris vous propose la livraison. Alors, on commence le direct plus concrètement avec un sujet qui est la période d'échauffement. Est-ce vraiment utile de faire une période d'échauffement? Qu'en pensez-vous? Faites-vous une période d'échauffement? Utilisez-vous cet outil-là? Et est-ce vraiment efficace de faire une période d'échauffement pour pouvoir prévenir les blessures? Donc, la période d'échauffement, oui, c'est utile pour prévenir les blessures. En fait, c'est la principale solution pour prévenir les blessures, surtout dans un contexte de reprise du sport, quand ça fait un petit bout de temps qu'on en a fait. Et je vais vous proposer des principes d'entraînement, si vous voulez, des principes à suivre dans un contexte de reprise du sport et dans un contexte de période d'échauffement, évidemment, selon le type de sport que vous faites, selon le type d'activité physique que vous faites. Si vous faites de la natation ou du vélo ou de la course à pied ou des poids et haltères, la période d'échauffement sera différente. Donc, je vais plutôt vous montrer des principes à suivre durant la période d'échauffement. Et donc, vous pourrez les adapter à votre propre condition. On y reviendra. Premier conseil que je vous donne, durant votre période d'échauffement, de faire des mouvements circulaires. Alors là, je vous le montre avec le poignet, mais on pourrait faire la même chose avec les épaules. Vous pourriez faire des mouvements de rotation comme ça avec les épaules. Et là, vous voyez le principe avec la cheville, ce serait la même chose. C'est une bonne façon de commencer une période d'échauffement. Les mouvements de rotation utilisent souvent plusieurs mouvements physiologiques. Donc, ça permet à l'articulation de se déraidir d'une certaine façon. Ça permet aussi graduellement d'augmenter la température plutôt des articulations, des muscles, de réveiller votre corps. Donc, les mouvements circulaires, vous pouvez les faire avec toutes les articulations et c'est relativement intuitif de faire ce type de mouvement. Deuxième conseil que je vous donne pour votre période d'échauffement, faites des mouvements dans les deux directions. Donc, vers la gauche, vers la droite, comme vous le voyez en ce moment, c'est un mouvement de rotation et vous allez le faire dans les deux directions. Là, je vais mettre la vidéo à pause et je voudrais insister sur un élément. Sur cette vidéo-ci, vous allez voir, la personne fait un mouvement et elle relâche un peu et elle amplifie son mouvement. On va le voir aussi de l'autre côté. Donc, on veut faire les mouvements dans les deux directions. Donc, elle va jusqu'à un certain maximum et ensuite, elle relâche un peu et elle va un peu plus loin. Vous pouvez faire vos mouvements dans les deux directions de cette façon-là, surtout au début. Moi, je vous conseille de ne pas donner des coups brusques. Parfois, on va voir les gens donner un coup un peu trop brusque. À mon sens, c'est pas nécessaire d'y aller de cette façon-là. Et quand on voit cette personne faire son mouvement, la vidéo est au ralenti, mais lorsqu'on la voit faire le mouvement à la fin de l'amplitude, elle revient un peu, elle relâche, elle va un peu plus loin. Ça se fait quand même en douceur. Vous pourriez aussi le faire
en une seule fois sans relâcher et retourner ensuite jusqu'à la fin d'amplitude. Mais c'est important de les faire dans les deux directions. Parfois, c'est intuitif, parfois, c'est un peu moins intuitif. Un autre conseil pour votre période d'échauffement, faites des mouvements lents puis rapides. Alors, on voit la personne faire des mouvements relativement rapides. On pourrait faire exactement la même chose en faisant des mouvements beaucoup plus lents. Et là, on a une diversité de mouvements. Je vais repartir la vidéo comme ça. Alors, on a une diversité de mouvements. Les pieds vers l'arrière, les genoux vers l'avant, c'est aussi une façon de faire les mouvements dans les deux directions. Et là aussi, ce mouvement de jumping jack, on a des mouvements dans les deux directions. Alors, un autre conseil, en plus de faire les mouvements dans les deux directions, d'accélérer et de décélérer. Je vous disais de faire les mouvements lents, puis rapidement, mais on peut faire des variations aussi de vitesse, comme on vient de voir en fait. Donc là aussi, on pourrait non seulement le faire à différentes vitesses, mais changer de vitesse et vraiment d'aller vers des vitesses lentes, des vitesses rapides et d'y aller comme ça. Le fait de changer de direction, ça permet aussi aux muscles de se contracter différemment. Il y a différents types de contractions musculaires et pour le simplifier, de changer de direction, ça permet de pouvoir profiter de ces différentes contractions musculaires et de prévenir les blessures et de réveiller vraiment vos muscles. Le fait de faire des mouvements comme ça en accélérant et en décélérant dans les deux directions, inévitablement, ça va activer votre système cardiovasculaire. Je vous ai souvent parlé de la respiration dans mes livres et dans des directs et dans mes vidéos. La respiration, c'est le fait de prendre l'oxygène qui est en ce moment autour de vous et de le conduire jusqu'à vos poumons. Ça, c'est la première partie de la respiration. Et c'est la partie qui est utile, mais elle n'est pas... c'est la deuxième partie, elle est encore plus utile. C'est le fait de prendre cet oxygène, de lui faire traverser la barrière alvéolo-capillaire dans vos poumons et de conduire l'oxygène jusqu'à vos cellules. Et quelles cellules? Les cellules de vos muscles principalement, votre cerveau et vos muscles consomment beaucoup d'oxygène pendant une activité physique, donc c'est important que vos muscles soient bien oxygénés et de faire des mouvements dans les deux directions et des mouvements, on le voit, qui stimulent le système cardiovasculaire, vous permet d'activer votre respiration, vous permet aussi d'activer non pas seulement la première partie de la respiration, mais aussi la deuxième partie de votre respiration qui conduit l'oxygène à vos muscles. Alors, c'est important d'enclencher ces mécanismes-là avant de commencer à faire votre activité physique pour pouvoir en fait, prendre soin de vos muscles dès le départ lorsque vous allez commencer à pratiquer votre sport, que ce soit de la marche, du vélo, de la natation, peu importe, c'est toujours le même principe. Un autre conseil à suivre pendant votre période d'échauffement, c'est tout simplement de faire des exercices avec ou sans mise en charge. Des exercices, comme vous venez de voir, ça peut être aussi des exercices d'étirement statique, j'y reviendrai. Mais donc, on veut peut-être, dans certains cas, je vous montre un exercice pour le psoas. Je l'ai fait dans mon bureau à moi, mais évidemment, on pourrait faire l'exercice ailleurs et on pourrait toujours appliquer ces principes de souplesse sans mise en charge pour le psoas, pour le quadriceps aussi. Alors, vous faites des exercices avec mise en charge et sans mise en charge, comme vous le voyez à l'écran. Est-ce que vous visualisez de quelle façon on pourrait faire le même exercice que vous voyez en ce moment, mais le faire avec mise en charge? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez une idée comment vous pourriez le faire? Et c'est probablement assez intuitif de faire cet exercice avec mise en charge, je vous le montre. Alors, c'est le même principe et vous voyez l'exercice dans un angle différent, mais c'est le même principe. On le fait sur un pied, on peut se tenir après un arbre, après un mur, peu importe, et on maintient la position pendant quelques secondes, mais là, on est en mise en charge. Les muscles de la posture sont stimulés, le contrôle de la tête aussi est stimulé, et c'est en général peut-être un peu plus difficile parce qu'on doit tenir notre équilibre, donc de faire ces exercices statiques de souplesse, avec mise en charge. Est-ce qu'on doit faire des exercices statiques ou dynamiques avant l'effort? Donc, dans notre période d'échauffement, est-ce qu'on doit faire des exercices
en restant relativement immobile, en maintenant une position pendant 30 ou 60 secondes ou en bougeant? La réponse à ça, c'est que dans un contexte de période d'échauffement, on préférait, ou si on a un peu moins de temps, on préfère faire des exercices dynamiques. On veut réchauffer, on veut activer votre corps. Donc, en bougeant, c'est plus logique. Ça peut être intéressant aussi de faire des exercices statiques, mais la plupart des études qui ont été faites sur la période d'échauffement ont été faites chez des hommes relativement jeunes et assez athlétiques. Donc, on n'a pas toujours toutes les réponses sur l'efficacité des exercices statiques et dynamiques dans un contexte de population générale. Et évidemment, le but du direct aujourd'hui, c'est de vous donner des conseils à tous et à toutes, que vous soyez sportif ou sportive ou non. Et donc, moi, je vous propose de faire des exercices statiques et dynamiques si, par exemple, vous avez un problème d'arthrite. Si, par exemple, vous vous êtes blessé, à, peu importe, une articulation, ça peut être intéressant de commencer par des exercices statiques pour vérifier, en quelque sorte, l'état de votre muscle, de votre articulation, voir comment ça réagit, et ensuite, vous ferez les exercices dynamiques. On va reprendre le même exercice statique en mise en charge, donc avec le poids sur votre pied, en l'occurrence pour cet exercice-ci. Comment pourriez-vous faire l'exercice? De même exercice, en fait, mais dynamique. Et vous pouvez me faire des propositions, des suggestions, vous me donner vos réponses dans le fil de discussion. Et n'hésitez pas à l'utiliser, le fil de discussion. Moi, je me sens moins seul quand vous m'écrivez dans mon studio ici. Il y a quand même quelque chose de particulier de ne pas vous voir, et c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube, mais n'hésitez pas à répondre. Alors, la façon de faire les exercices, cet exercice-là dynamique, c'est celle-ci. C'est en faisant un mouvement de balancier, par exemple. Il y aurait vraiment plusieurs façons de faire. Je le fais de façon prudente. C'est des exercices, vous le savez, que je montre au grand public. Certaines personnes ont des douleurs, tout ça, mais vous pourriez faire le même exercice dans une plus grande amplitude. Alors, c'est un peu le même mouvement. Si on le regarde en version statique, ici, on le regarde en version dynamique, ben, ça travaille en quelque sorte le même muscle, et ça travaille évidemment pas seulement un muscle. Et vous pourriez le faire d'une plus grande amplitude. Lorsque vous le faites en position dynamique, assurez-vous de maintenir un bon alignement articulaire. Vous voyez, l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin demeure. Il y a une ligne droite qui demeure. Donc, l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin demeure durant l'exercice. Et lorsque vous le faites en version dynamique, ben c'est la même chose. Et c'est l'erreur qu'on va souvent faire lors des exercices dynamiques, c'est qu'on va un peu bouger un peu tout. Et si c'est un exercice de souplesse dynamique, on veut s'assurer de maintenir certaines parties du corps immobiles, celles qu'on ne souhaite pas assouplir avec cet exercice spécifique. Ben, on veut pas commencer à bouger de tout bord, tout côté. Un autre conseil à suivre, c'est d'adapter les exercices, comme je le mentionnais suite au commentaire de Zineb. C'est indispensable. Je vais vous montrer un autre exercice de souplesse, celui-ci, qui est exécuté par une dame qui n'a pas 20 ans, qui a peut-être une raideur aux épaules, qui a peut-être des antécédents musculo-squelettiques. Et lorsqu'on fait un exercice de souplesse de cette façon que vous voyez en ce moment, on souhaiterait avoir les bras qui sont placés un peu plus haut. Ses bras demeurent un peu en flexion. Son mouvement d'inclinaison n'est pas parfait non plus. Donc, cette dame fait le mouvement d'inclinaison latérale du tronc avec une élévation des bras à sa façon, à elle. Et j'ai vu tellement souvent des patients ou des personnes dans les gyms, lorsque je m'entraînais dans un gym, dans une salle de sport, faire des exercices d'échauffement en souhaitant les faire à la perfection. Et c'est parfois presque contre-indiqué parce que vous allez pousser trop fort sur vos articulations. Vous allez peut-être même vous blesser, ou vous ne voudrez plus faire de période d'échauffement parce que ça ne correspondra pas à votre morphologie, à vos capacités physiques. Donc, on essaie de faire les exercices au mieux possible, sauf que si, par exemple,
votre amplitude articulaire, elle est limitée, pour reprendre encore une fois l'exemple de cette dame, qui n'a peut-être pas une amplitude complète des épaules, vous devez faire des compromis et c'est l'exercice, en l'occurrence, et votre période d'échauffement sera tout aussi valable. Une période d'échauffement, c'est pas un traitement de réadaptation pour tout améliorer. On veut activer le corps. Il manque un conseil. Combien de temps on fait ça? Il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend du temps que vous avez. Ça dépend aussi du sport que vous allez faire et de la durée du sport, de l'activité sportive que vous allez faire et aussi de l'intensité que vous adopterez durant votre activité sportive et de votre propre condition physique et de la période de la journée. Si vous venez tout juste de vous lever, vous n'avez même presque pas bougé, vous ferez une période d'échauffement un peu plus longue, mais moi je vous recommande de faire au moins 5 minutes de période d'échauffement. Si le temps vous manque, vous pouvez faire simplement les mêmes mouvements que vous allez faire durant votre activité, de les faire lentement, de les faire plus rapidement, de varier les vitesses, peut-être ajouter quelques exercices et vous pourrez aller faire votre activité sportive au moins 5 minutes, idéalement 10, en s'assurant aussi d'intégrer à cette période d'échauffement une composante cardio-respiratoire, cardiovasculaire, on en a parlé. Donc, 5 minutes, 10 minutes, si vous avez des problèmes articulaires, si vous avez déjà été blessé à la cheville, si vous avez été, je donne cet exemple-là, mais peu importe l'articulation, vous êtes peut-être à risque de vous reblesser selon vos facteurs de risque, on peut aller à 15 minutes comme période d'échauffement. On ne peut pas trop en faire. C'est pas mal, on a pas mal fait le tour des conseils pour ce qui est de la période d'échauffement, des principes à suivre pour pouvoir bien faire notre période d'échauffement. Alors, on a terminé le direct. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi de vos contributions. Je vous le dis chaque fois, sans vos contributions, ce serait impossible pour moi de vous offrir tous ces contenus. Il y a une nouvelle façon de contribuer sur YouTube. Et en fait, je ne sais pas si on voit tous le même mot. Il y a comme un petit j'aime, le bouton j'aime que vous pouvez cliquer et sur mon YouTube à moi, en tout cas, c'est écrit « Merci » dans un cœur. Vous pourrez me dire si c'est la même chose. En anglais, on parle de « Super Thanks ». Je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté. Vous pourrez me le dire. Donc, vous pouvez contribuer aussi en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez aller sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez aussi trouver d'autres façons de contribuer, des contributions financières, mais aussi par des clics. Et je vous le dis, ça permet vraiment de pouvoir continuer à vous proposer autant de contenu. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre sur mon site web. C'est gratuit, évidemment. Il y a des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner. Et là aussi, c'est gratuit. Vous recevez des courriels. Vous recevez 3 courriels sur des sujets précis. Et ça me fait toujours plaisir aussi de lire vos réponses sur les réseaux sociaux. Je n'arrive pas toujours à répondre à tout le monde. J'ai des milliers de commentaires par semaine ou par mois, en tout cas. Mais je les lis tous, ça c'est une certitude. Et je vous remercie pour vos beaux mots d'encouragement et je termine là-dessus. Il y a toutes sortes de commentaires sur YouTube, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et quand je lis vos commentaires motivants, vos critiques constructives, ça m'aide aussi à améliorer mes contenus et aussi à savoir les thèmes que vous préférez, ce que vous souhaitez entendre et voir sur ma chaîne YouTube. Bonne fin de journée, prenez soin de vous et à bientôt.